Salam alaikum, bonjour. J'aimerais, si vous le permettez, continuer de rester dans l'état d'esprit, qui est celui que j'ai essayé d'insuffler à la plupart des vidéos que j'ai publiées là depuis un peu plus de 2 mois, c'est-à-dire le début de mon confinement, et ainsi continuer de mettre le doigt, de pointer du doigt, d'alerter votre attention sur une forme de pollution qui, si elle n'est pas évidente à saisir d'un premier abord, si elle n'est pas visible en fait, parce qu'elle n'est pas physique, elle n'est pas matérielle, eh bien cette pollution environnementale, elle n'en demeure pas moins très prégnante, impactante sur notre conception de l'environnement et aussi sur notre manière de nous comporter. Parce que, donc, toutes ces expressions, tous ces mots qui nous entourent et nous influencent, à leur tour, de manière consciente ou inconsciente, opèrent une certaine influence donc sur notre manière d'entourer et d'influencer à notre tour notre environnement. Et c'est pour cela qu'il est vraiment possible de parler de pollution quand certaines de ces expressions et de ces mots portent en elles en fait des sens qui sont biaisés, donc qui ne sont pas justes. Et qui dit pollution, et je pense que pollution est vraiment le terme le plus adéquat pour définir de quoi il est question, eh bien, qui dit pollution dit aussi donc responsabilité, celle d'épuration, celle de filtrer, celle de dépolluer, celle de laisser décanter pour justement essayer de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus authentique. Et je pense, et je suis convaincu d'être de loin, de ne pas être le seul à penser ainsi, que là, il ne peut y avoir donc de démocratie, sachant que la démocratie est le modèle politique le plus fondé sur la notion de dialogue entre gouvernants, gouvernés, dialogue au sein de l'ensemble de l'État, donc dialogue entre tous les citoyennes et les citoyens, quelle que soit leur responsabilité, eh bien, ce dialogue, il n'est possible et sain que si nous avons une relation au langage qui est elle-même est claire et exempte de cette pollution. Il y a donc vraiment, pour arriver à cette fameuse liberté que nous avons toutes et toutes envie nous avons envie d'accéder à cette liberté, il y a donc cette conscience aussi que nous devons développer d'une responsabilité, d'une prise de conscience vis-à-vis notamment du langage et de ces mots. Parce que il ne peut y avoir de véritable liberté sans justement cette autonomie que nous devons développer face au langage. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais m'intéresser à une expression qui va, je le pense, de plus en plus faire son apparition, excusez-moi, dans notre actualité. Et notamment quand on va parler de stratégie économique, quand on va dire, justement, quand on va continuer à développer le discours, la logique, qui veut que certaines ressources naturelles, et notamment minières, n'ont peut-être pas été jusque-là assez exploitées, assez mises en valeur, et qu'il est aujourd'hui pertinent de se lancer dans l'exploitation donc de ces ressources minières afin de vraiment développer, de poser des bases, de se renflouer pour développer une économie de développement durable. Cette expression, ce terme, c'est les terres rares. Et quand je parle de terres rares, donc, parce que c'est de ça dont il est question, en fait, c'est pas encore dit de manière assez explicite, à mon humble avis, mais de plus en plus, je pense que cette expression terres rares va, donc, je le répète, faire son apparition et va s'installer dans la scène médiatique. Ce qui est intéressant avec cette expression terres rares, en fait, c'est qu'elle est éminemment toxique d'un point de vue linguistique, d'un point de vue sémantique. Entendons-nous bien, ce qu'on définit par terre rare n'est ni des terres, ni rares. Je pense que là, une fois qu'on a compris la chose, on peut s'interroger donc sur en fait la pollution que génère l'utilisation d'un terme en fait, et sûrement les pollutions en fait qu'elle cache.
elle, cette fois-ci, dans une dimension bien physique et bien matérielle. Parce que, en fait, et j'insiste sur le fait que vraiment je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible, en vous laissant, si vous avez envie d'approfondir le sujet, eh bien, profiter des nombreux articles, littérature, vidéos qui ont été développés par des experts sur le sujet. Eh bien, donc ces terres rares, donc qui, je le répète, ne sont ni des terres ni rares, eh bien, c'est une catégorie, une famille, en fait, de minerais qui sont aujourd'hui essentiels au développement de l'économie numérique, qui sont essentiels à de nombreuses technologies, TIC comme on dit, qui donc sont au cœur en fait du développement de cette économie numérique qui est en train vraiment de devenir l'environnement du 21e siècle, notre environnement en fait, donc tous ces objets éminemment technologiques, ces portables de plus en plus sophistiqués, ces ordinateurs, c'est aussi on peut les trouver donc ces terres rares dans les batteries des voitures électriques, on peut les trouver, ils peuvent constituer certains éléments donc de nos capteurs photovoltaïques, d'éoliennes, on peut les trouver dans énormément de choses au point que vraiment ces terres rares, donc qui ne sont, je le répète, ni des terres ni rares, sont vraiment aujourd'hui au cœur de toute une géopolitique et sont vraiment donc un élément, je dirais, fondateur, essentiel donc d'une certaine vision de l'économie en fait, et aussi d'une certaine vision quelque part de la vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la nation qui détient quasiment le monopole donc de ces fameuses terres rares, eh bien cette expression, elle pourrait nous faire penser donc que justement la Chine, si elle détient le monopole de ces terres rares, c'est parce que ces terres sont rares justement et que la chance, en fait la providence veut que en fait elle en ait sur son sol des quantités plus importantes que les autres. Mais justement, et c'est là que la pollution commence, en fait il faut comprendre que la première nation qui s'est intéressée vraiment à ces terres rares et surtout aux procédés, qui a développé des procédés pour les extraire, en fait, eh bien ce sont les États-Unis. Mais les États-Unis très très vite ont compris que le prix, en tout cas à l'époque où ils ont commencé à s'y intéresser, le prix, le sacrifice environnemental et social pour fournir donc ces terres rares en quantité suffisante, suffisante à la demande de plus en plus grandissante donc, du marché mondial, ils ont compris qu'il valait mieux laisser les Chinois faire ce sacrifice, qu'ils en étaient eux tout à fait capables, qu'ils avaient justement peut-être le modèle politique qui leur permettait de faire ce sacrifice et donc de faire en fait l'impasse sur les impacts environnementaux et je répète aussi sociaux parce que pour pouvoir donc fournir ces terres rares qui sont, je le répète, ni des terres ni rares, eh bien pour pouvoir les fournir à des prix compétitifs, il a forcément fallu faire l'impasse sur l'aspect environnemental et l'aspect économique. Alors bien entendu, on va nous répondre que depuis ce monopole est en train de s'étioler, c'est vrai, et que depuis certains pays se lancent dans l'exploitation de ces terres rares, mais on verra que pour la plupart, ces pays ne sont pas connus pour être des grands champions du respect de l'environnement. Hein, je vous invite pareil à faire des recherches là-dessus. Et donc, en fait, c'est là où on doit se poser la question en fait de la pertinence en fait de s'intéresser à ça. Et surtout, j'aimerais que celles et ceux qui peut-être aujourd'hui se sont satisfaits en fait de ce contexte en fait qui est en train de rendre l'exploitation du gaz de schiste de plus en plus chimérique en fait, donc de moins en moins possible, de comprendre en fait qu'on va passer de Caribe à Scylla comme on dit, ou de la peste au choléra, et que donc ces terres rares, ces minerais, donc, eh bien, quand on comprend en fait de quoi il est question, et ce que l'expression terre rare en fait est en train de maquiller, eh bien, on comprendra qu'en fait, on va vraiment, donc je le répète, passer d'un problème à un autre. Parce qu'en fait, ces terres rares, donc ces minerais, eh bien, ils ne sont pas rares du tout. C'est juste qu'ils sont disséminés
sous forme vraiment particulière, c'est-à-dire vraiment sous des formes, des quantités très très minimes, mais de grandes quantités une fois qu'on les extrait sur de vastes étendues. Donc ça veut dire que pour extraire ces fameuses terres rares, eh bien ces minerais, il va falloir retourner des quantités de terres faramineuses, largement supérieures, on va dire, aux normes des exploitations minières conventionnelles, et aussi, donc forcément, des quantités d'eau non négligeables, loin d'être négligeables, et donc des pollutions vraiment aussi loin d'être, et des risques de pollution loin d'être négligeables. Et c'est là qu'on se rend compte, qu'on voit au final que ce sont exactement les mêmes problématiques qui vont se retrouver que pour celle du gaz de schiste. Et donc, ce qui est aussi intéressant à comprendre, c'est que ces mêmes problématiques, en fait, elles vont se retrouver aussi, j'en profite pour le rappeler, dans l'agriculture saharienne, en tout cas de la manière dont elle est en train d'être développée, qui elle aussi, en fait, va solliciter beaucoup d'eau, beaucoup de terre, beaucoup d'intrants chimiques, et va sûrement épuiser en fait les sols, parce que c'est une agriculture fossile en fait. Fossile dans le sens où déjà elle va monopoliser beaucoup d'énergie fossile en fait, hein, beaucoup d'essence, de pétrole, pas seulement pour l'exploiter, mais aussi pour souvenez-vous, les grandes distances qu'il y a pour les acheminer jusqu'au nord, et puis leur conservation, et puis fossile parce que l'eau, cette fameuse eau dont on parle et dont on vante les quantités faramineuses, celle de la nappe de l'Albien, eh bien en fait, ce sont des eaux fossiles très faiblement renouvelables, et il faut comprendre que plus on puise donc dans ce réseau de nappes phréatiques, eh bien, plus leur niveau baisse et plus la salinité des sols augmente, et plus en fait l'eau devient de moins en moins de bonne qualité, et en plus plus les sols en fait s'épuisent, et c'est, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, le désert qui s'installe et souvent qui s'installe pour de bon, ou en tout cas pour très longtemps. Et c'est pour cela en fait que quand on parle de terres rares, en fait, et quand on parle donc de tout simplement diversifier la rente et de rester dans une logique donc d'être un fournisseur de matières premières, je dirais même primaires en fait, et de rester donc dans les premiers pas de ce que doit être une économie, et donc de rester un pays non pas qui va vers le développement durable, mais qui maintient son sous-développement durable en fait, ce que j'appelle moi le dévorement durable, eh bien souvent l'argument c'est de nous dire que pour aller vers ce fameux développement durable, vers cette économie de la connaissance, voilà une expression bien à la mode que j'entends souvent, eh bien il va falloir quand même disposer de fonds, il va falloir malheureusement s'appuyer sur cette rente pour aller vers donc ce prétendu développement durable. Mais la question c'est que ne risquerons-nous pas, en tablant seulement là-dessus, à continuer à développer non pas une économie circulaire, celle d'un cercle vertueux, mais une économie circulaire qui est celle du cercle vicieux. Je m'entends parce que j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Il y a beaucoup de gens comme moi qui parcourent ce pays en long en large, qui rencontrent énormément de gens et qui savent que cette économie de la connaissance, cette connaissance et savoir-faire, ils existent déjà en Algérie. Il y a une quantité faramineuse de niches non plus seulement de matières premières, mais de transformation, de qualité et non plus seulement de quantité, qui sont aujourd'hui sous-exploitées dans notre pays. Il existe énormément de gens, d'Algériennes et d'Algériens compétents sur notre territoire, hors de nos frontières, qui peuvent aujourd'hui, avec les moyens de notre biodiversité, de nos climats, de nos paysages, de nos patrimoines historiques, culturels, eh bien, développer des niches d'excellence qui pourraient faire de notre économie un écosystème homogène et cohérent, basé non plus sur la quantité, mais sur la qualité. Sachant que, pour reprendre l'expression de l'alchimiste Paracels, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Le 21e siècle, la modernité du 20e siècle a beaucoup de chances d'être celle qui va réconcilier la qualité et la quantité et replacer une grande partie de la qualité à sa juste valeur, celle donc la qualité étant la juste quantité.
Et c'est pour cela que, par exemple, je vais vous donner vraiment quelques exemples, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais pour parler du Sahara, par exemple, et des hauts plateaux. Nous avons donc les climats, ces climats-là donc sont à l'origine d'écosystèmes, à l'origine de biotopes qui ont poussé la résilience, l'adaptation à un niveau d'excellence. Il faut le comprendre. Quand on laisse la nature, bien entendu, se développer selon ses propres règles et lois. Eh bien, par exemple, il y a tout un marché autour des plantes aromatiques. Donc, nos plantes aromatiques dans notre steppe développent donc des principes actifs qui sont exceptionnels. Eh bien, huiles essentielles, industrie pharmaceutique, culinaire, énormément de choses. Nous pouvons développer, nous avons des pigments. Par exemple, prenons l'exemple de la ricotta, qui se vend une fortune. Donc, c'est un pigment naturel qui est utilisé par de grandes marques en Europe, qui se vend une fortune et ici qui jonche le sol de notre désert. Nous avons énormément donc de pigments, de choses à développer autour de ces pigments et pour faire des choses donc de qualité vraiment dans des quantités qui seront beaucoup plus raisonnables et donc avec des qualités et donc des prix qui permettront vraiment de générer des profits. Nous avons tout ce qui est autour du palmier et de la date. Nous avons, tenez-vous bien, plus de 800 cultivars, variétés de dattes et dont nous avons connaissance que vraiment une infime partie des capacités de transformation parce que les dattes, on devrait comprendre qu'il n'y a pas que manger des dattes en fait. On peut faire énormément de choses avec les dattes. On peut faire du sucre, on peut faire du vinaigre, mais je suis persuadé aussi qu'on peut faire des médicaments, on peut faire de l'éthanol et puis aussi tous les produits dérivés du palmier, le bois, donc les palmes, il y a énormément de choses qu'on pourrait développer autour de ça, de choses qui existent déjà. La figue de Barbarie dans d'autres endroits qui se vend très très cher. Et j'en passe. La viande cameline, une viande zéro cholestérol, une viande et donc une viande d'une grande qualité et tous les produits aussi dérivés autour donc du dromadaire en fait sont des particularités qui nous sont propres et qu'on pourrait vraiment non seulement développer un marché national, mais même d'exportation. Il y a énormément de choses et pas seulement, là je vous ai vraiment cité quelques niches dans le domaine plutôt de l'agroalimentaire. Mais aujourd'hui, je n'ai eu de cesse de rencontrer des Algériennes et des Algériens ou d'être contacté par des Algériennes et des Algériens qui développent des savoir-faire, des connaissances qui pour la plupart du temps ne demanderaient pas tant que ça de moyens financiers pour les laisser. Il suffirait juste en fait déjà de les laisser faire parce que la plupart du temps, ces gens-là aujourd'hui, c'est bien plus qu'ils ne sont pas soutenus, c'est qu'aujourd'hui on leur met des bâtons dans les roues et c'est pour cela que le développement durable algérien est malheureusement encore un dévorement durable. Et nous devons comprendre que justement, peut-être une des grandes leçons que l'Algérie multimillénaire nous a transmis, c'est que en Algérie, pendant très longtemps, on a su faire beaucoup avec peu. Beaucoup avec peu, ou en tout cas ce qu'il faut avec peu. Et l'autonomie, la résilience, qui sont des mots vraiment très à la mode aujourd'hui, eh bien l'autonomie et la résilience, on la retrouve dans quasiment tout ce qui fait la particularité de notre territoire et même de toute l'Afrique du Nord. Donc c'est pour cela que quand on parle d'économie de la connaissance, on n'a peut-être pas forcément besoin de l'appuyer sur toujours l'économie donc de la rente et nous faire miroiter qu'une fois que cette facilité de la rente sera de nouveau régénérée, eh bien qu'on trouvera un intérêt en fait à former, un intérêt à développer l'excellence algérienne. Par contre, aujourd'hui, en nous retroussant les manches et en développant, en relevant tous ces défis, eh bien il y a des millions de jeunes Algériennes et Algériens qui pourront apprendre, développer des connaissances et s'investir dans des niches économiques
et qui sont vraiment larges, même notre patrimoine artistique, notre patrimoine culturel. Nous pourrions être aussi, avec tous les paysages dont nous disposons, nous pourrons être vraiment une grande économie cinématographique. J'en passe, j'ai pas le temps de développer et je suis sûr que vous-même, là, au moment où je vous parle, il y a des choses qui vous viennent à l'état d'esprit. Donc il faut comprendre aujourd'hui que ce qui est rare en Algérie, en fait, c'est pas ces terres, c'est pas nos minerais, c'est pas, en tout cas, ce qui est précieux, c'est d'abord notre patrimoine, comment dirais-je, notre patrimoine identitaire, mais ici, quand je dis identitaire, c'est au sens le plus large, je dirais même culturel, c'est toutes ces choses à travers l'Algérie, tous ces patrimoines, ces traditions, ces connaissances qui ont été mises aux oubliettes, qui ont été oubliées ou dévalorisées, que nous avons le devoir aujourd'hui de regarder avec un regard différent, avec le regard, celui d'une modernité qui sera beaucoup plus consciente qu'il est possible vraiment d'utiliser, là aussi en épurant, en dépolluant certaines choses peut-être qui ne sont plus d'actualité, en remettant à jour nombre de choses, de procédés, de comportements, d'organisation, de modèles d'organisation qui pourraient nous permettre vraiment d'être l'Algérie meilleure parce qu'elle sera celle de la qualité et non pas de la quantité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite donc comment dirais-je, je vous souhaite un Sahaf Torkom. Je vous souhaite une très belle Jamoua et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ou Rabbi Ba'akum, Rabbi Ma'ana, Inch'Allah, cette histoire-là de confinement va cesser au plus vite et on va pouvoir reprendre justement nos activités et continuer à développer cette Algérie, à se battre, à militer pour cette Algérie. Pas seulement meilleure, mais la meilleure.